Salut à tous, c'est Tonton Mathis, le youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. On commence tout de suite, commençons par par, par une actualité concernant American Airlines qui va ouvrir en février 2026 sa liaison internationale la plus courte. Voilà, donc American Airlines va inaugurer sa liaison internationale la plus courte entre Miami et South Bimini. Et la distance entre ces deux villes est de seulement 106 km. C'est très peu, mais on va voir si cette ligne va marcher. On ne sait pas si ça va marcher, mais bon. En tout cas, voilà. Donc c'est très proche. Là. Vous avez vu Miami et South Bimini, il n'y a que 106 km. Une toute petite ligne aérienne, du coup. American Airlines va inaugurer le 14 février 2026 une ligne inédite entre Miami et South Bimini dans les Bahamas, avec seulement 64 miles, ce qui équivaut à 103 km de distance. Ce vol deviendra le plus court de tout le réseau d'American Airlines, devant la liaison Chicago-Milwaukee, qui ne fait que 67 miles. La desserte sera assurée par American Eagle, filiale régionale opérée par Envoy Air, à raison de 3 fréquences hebdomadaires, le lundi, mercredi et le samedi. Le vol AA 4108 quittera Miami à 10h05 pour arriver à South Bimini à 11h05 avant de repartir à 11h50 pour rejoindre la Floride à 12h50. Les appareils utilisés sont des Embraer 195 configurés en 67 sièges, dont 12 en classe affaires et 64 en classe économique. Jusqu'ici, l'île de South Bimini était essentiellement accessible par ferry depuis Fort Lauderdale ou via des correspondances aériennes à Nassau et Freeport. L'arrivée d'American Airlines devrait faciliter l'accès aux infrastructures touristiques, notamment au complexe Resort World Bimini, acteur clé du développement touristique local. Selon le site spécialisé One Miles at a Time, cette expansion illustre la volonté d'American de renforcer sa présence aux Bahamas, où elle dessert déjà Nassau, Freeport, Georgetown, Marsh Harbour, Treasure City et North Altoona. South Bimini deviendra ainsi la 7e destination bahaméenne de la compagnie, confirmant l'importance stratégique de cet archipel pour le marché du loisir au départ des États-Unis. Le tourisme des Bahamas connaît une croissance soutenue depuis la pandémie. En 2024, le ministère du Tourisme de cet archipel rapportait un record historique de 9,65 millions de visiteurs, dont 7 millions par voie maritime. Mais la part des voyageurs aériens continue de progresser grâce à l'élargissement des dessertes américaines, en particulier depuis Miami et Fort Lauderdale. Restons aux États-Unis avec JetBlue qui sonne la fin de l'Embraer 190 dans sa flotte au profit de l'A220. JetBlue a officiellement retiré son dernier Embraer 190 lors d'un vol commémoratif entre New York et Boston, marquant la fin d'une étape cruciale pour le développement et le début d'une flotte entièrement composée d'Airbus, dont le nouvel A220-300. Pour l'occasion, Warren Christie, directeur des opérations et ancien pilote du vol inaugural de l'Embraer 190, a repris les commandes, accompagné de membres d'équipage et d'invités historiques. L'Embraer 190 aura servi JetBlue pendant près de 20 ans. Il a décollé pour la première fois en 2005, jouant un rôle déterminant dans l'expansion du réseau domestique, notamment vers New York et Boston, ces villes phares. JetBlue fut le premier opérateur mondial du modèle, qui offrait 100 sièges configurés en 2-2 et un haut niveau de confort avec divertissement à chaque siège, contribuant à sceller la réputation conviviale de la compagnie. Au fil des ans,
Jusqu'à 63 Embraer 190 ont volé sous les couleurs de JetBlue avec un retrait amorcé dès 2022 et accéléré après l'été 2025 pour optimiser la transition vers Airbus et réaliser au moins 75 millions de dollars d'économies de maintenance sur la flotte. La retraite du dernier Embraer 190 coïncide avec la réception du 50e Airbus A220, l'un des 100 exemplaires commandés pour remplacer progressivement les Embraer et simplifier la flotte sur deux familles d'avions, A220 et A320. La A220 incarne la modernisation de JetBlue, avec 140 sièges Collins Meridian parmi les plus larges du secteur, de vastes coffres à bagages, un espace de rangement personnalisé et une connectivité complète, AC, USB, A, USB-C. Les passagers bénéficient de grandes fenêtres, du Wi-Fi rapide et gratuit Fly-Fi, ainsi que d'un divertissement personnalisé à chaque place. Ce nouvel avion offre une efficacité économique supérieure, une autonomie étendue permettant désormais de desservir des marchés transcontinentaux et répond pleinement aux objectifs financiers et environnementaux de JetBlue dans le cadre de sa stratégie Jet Forward. La transition vers une flotte homogène correspond aux besoins d'optimisation des opérateurs, de réduction des coûts et d'amélioration de l'expérience passager, alors que la 220 permet à JetBlue d'élargir son réseau tout en s'alignant sur les tendances du secteur américain où les monocouloirs modernes remplacent progressivement les anciens modèles régionaux. 18 personnes hospitalisées à bord d'un vol Delta vers Amsterdam après de sévères turbulences. 24 personnes ont été blessées, 18 entre elles hospitalisées, après que leur vol entre Salt Lake City et Amsterdam a rencontré des turbulences sévères. Le National Transportation Safety Board, le NTSB, a publié ce mardi son rapport préliminaire sur le grave incident survenu le 30 juillet à bord d'un Boeing 767 de Delta Airlines reliant Salt Lake City à Amsterdam. L'avion a subi de violentes turbulences au-dessus du Wyoming, projetant des passagers non attachés et plusieurs membres d'équipage contre le plafond puis au sol. L'événement, classé comme un accident par l'autorité américaine, a fait 24 blessés, dont 2 graves parmi le personnel navigant. Le vol avait décollé sans difficulté de Salt Lake City. Alors qu'il passait le FL 350, les conditions paraissaient calmes et le commandant de bord avait éteint le signal « Attachez vos ceintures ». Peu après, l'équipage a demandé une déviation pour contourner une formation nuageuse. Selon le NTSB, après un virage suggéré par le contrôle aérien, l'appareil a traversé une zone de forte convection et d'ascendance, provoquant une accélération soudaine jusqu'au FL 380. La déconnexion du pilote automatique et une série de cycles de montée et de descente durant près de 3 minutes. Les enregistreurs de vol montrent des oscillations de charge de plus de 100,475 G à moins 0 G avec des variations de l'assiette entre moins 5 et plus 10 degrés et un roulis jusqu'à 40 degrés aile gauche. Les vitesses enregistrées allaient de 130 à 190 nœuds, selon un consultant interrogé. Les passagers ont subi des forces équivalentes à 1,75 fois leur poids, suffisantes pour projeter un adulte contre le plafond avant de les ramener violemment au sol. Dans la cabine où le service avait débuté, passagers, agents de bord et chariots de boissons ont été projetés. 18 blessés ont dû être hospitalisés à Minneapolis, où l'avion avait été dérouté en urgence.
À l'atterrissage, des températures anormalement élevées ont été révélées sur les freins principalement droits, nécessitant une intervention technique immédiate. Un sigmètre de convection sévère était en vigueur dans la zone concernée, signalant des cumulonimbus atteignant le FL 450. Un sigmètre, de l'anglais Significant Meteorological Information, est un message d'alerte météorologique destiné aux pilotes et contrôleurs aériens, soulignant des phénomènes météorologiques dangereux et généralement étendus qui peuvent menacer la sécurité des vols en route. L'équipage, composé de 3 pilotes, a dû appliquer la procédure Upset Recovery pour reprendre la maîtrise du vol. Pendant ce temps, un officier de relève qui se trouvait dans la couchette de repos de l'équipage a inspecté la cabine et coordonné les secours avec l'aide d'un passager professionnel de santé pour le tri des blessés. Le 10 septembre 2025, le NTSB a publié son rapport préliminaire résumant le déroulement des événements. Il était prévu par l'équipage qu'il fallait s'attendre à des conditions météorologiques défavorables pendant la montée et que les turbulences étaient prévues au-dessus des montagnes à l'est de Salt Lake City. Il prévoyait de dévier après le franchissement des montagnes. Le départ s'est déroulé relativement sans encombre jusqu'à l'arrivée dans les monts Wasatch, où il a rencontré quelques turbulences. Au niveau de vol FL300, le vol s'est suffisamment apaisé pour permettre l'équipage de cabine de prendre son service. Au FL350, où il est resté environ 5 minutes en raison du trafic, il a constaté que les turbulences prévues sur son application météo de l'organisateur électronique de vol étaient dans le vert et qu'il n'avait observé que de légers cirrus. À ce moment-là, le commandant de bord a éteint le signal de ceinture de sécurité. Alors que la montée se poursuivait jusqu'au FL 370, il a remarqué une accumulation de neige et a demandé au contrôle aérien une déviation à droite. Le contrôle aérien a suggéré un virage gauche vers un cap de 350. L'équipage a estimé que ce cap lui permettrait de se maintenir au-dessus des nuages et n'avait reçu aucun signal de vol défavorable. Après avoir scruté l'horizon et le radar météorologique, consentant que les seuls échos préoccupants se trouvaient à 40-50 miles, ils ont accepté le virage à gauche. Mais juste ensuite, l'avion a rencontré une survitesse dépassant la vitesse maximale opérationnelle d'environ 15 à 20 nœuds, ainsi qu'un courant ascendant qu'il a porté au FL 380 en une vingtaine de secondes, période pendant laquelle le pilote automatique s'est désengagé. Peu après, l'avion est descendu rapidement au FL 355 et un cycle de montée-descente s'est répété environ 3 fois sur une période de 2 à 3 minutes, ce qui a entraîné la rentrée dans la couche nuageuse. Le copilote aux commandes a lancé la procédure de reprise après une perte d'altitude au moins une fois pendant cette période, avant de récupérer et de réengager le pilote automatique. Après l'accident, le commandant de bord a réparti les tâches dans le poste de pilotage. Le copilote a continué de piloter et de gérer les communications avec la tour de contrôle, tandis que le commandant de bord coordonnait les opérations avec l'équipage de cabine et régulateur de vol. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cet épisode d'Air Info vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde.